Bienvenue sur Coup Double. Dans ce podcast, on explore, on raconte et on célèbre la vie avec des jumeaux. Chaque semaine, plongez avec moi dans des témoignages, des échanges avec des experts et des retours d'expérience de parents comme vous et moi qui répondent aux questions qu'on se pose tous. Je suis Camille, maman de 3 enfants rapprochés dont des jumeaux et créatrice de Coup Double depuis novembre 2024. Coup Double, c'est un univers dédié aux parents de jumeaux, avec le podcast bien sûr, mais aussi une page Instagram pour échanger ensemble et un site rempli de ressources et de produits pensés pour nous, les parents de jumeaux. Notre mission est simple, célébrer la parentalité gémellaire dans toute sa beauté et sa complexité. Alors si vous êtes un parent, un futur parent, le proche d'un parent de jumeaux, ou juste curieux d'en savoir plus sur la gémellité, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Coup Double. Aujourd'hui, on ne va pas parler jumeaux, mais triplés avec Émilie, qui est maman de 4 garçons, dont des triplés. Émilie, c'est une maman pétillante, toujours souriante, que rien n'arrête et qui a une énergie assez bluffante, même si vous allez le voir ces dernières années, sa vie a été complètement chamboulée. Parce que quand elle tombe enceinte pour la 2e fois, son petit garçon Ezra vient tout juste de fêter ses 1 an. Une grossesse surprise qui en cache une autre. Lors de l'échographie de datation, Émilie découvre qu'elle n'attend pas 1, ni 2, mais 3 bébés. Et pour elle, malgré ce que lui dit l'équipe médicale, c'est une évidence, elle les garde tous les 3. Dans cet épisode, Émilie nous raconte comment se passe le suivi pour une grossesse tricoriale triamniotique, comment elle s'est préparée à la prématurité de ses bébés, puis à la naissance de ses 3 garçons, une naissance qui, malgré les risques, s'est très bien déroulée, comment se passent les premières semaines à la sortie de néonat avec 4 enfants en bas âge à la maison, et au milieu de tout ça, comment intervient la séparation avec leur papa qui vient chambouler encore davantage l'équilibre qu'elle était en train de construire. Aujourd'hui, Émilie partage avec nous son quotidien, ses stratégies pour survivre au rythme avec des triplés, comment elle gère les sorties, les repas en solo, les relais qu'elle arrive à activer pour aller chercher de l'aide et comment elle réussit malgré son quotidien effréné à trouver du temps pour elle et même à préparer un trail pour dans quelques mois. Avant de commencer, je vous rappelle que si Coup Double vous plaît, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, parce que c'est ce qui nous aide le plus à faire connaître le podcast. Maintenant, je vous laisse avec Émilie et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Émilie. Oui, bonjour Camille. Bienvenue sur Coup Double. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots pour que tout le monde sache qui tu es? Oui, bien sûr. Moi, c'est Émilie, j'ai 30 ans, je vis dans le sud de la France, à côté de Perpignan. J'ai 4 enfants en bas âge. Donc, j'ai Ezra qui a 2 ans et demi, bientôt 3 ans au mois de mars. J'ai les triplés qui viennent d'avoir 1 an, le 8 novembre. Déjà, est-ce que toi, avant de devenir maman, tu avais un fort désir de maternité, d'enfant? Est-ce que c'était une évidence pour toi de devenir maman? Alors oui, c'était une évidence pour moi de devenir maman. Après, maman de famille nombreuse, pas du tout. J'étais plutôt partie pour avoir 2 ou 3 enfants, mais vraiment pas plus. Ça marche. Comment ça se passe du coup, ta première grossesse, ton premier projet bébé du coup pour Ezra? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu découvres la maternité avec lui? Ezra, donc du coup, c'était un enfant totalement prévu. J'étais mariée, du coup avec le papa des enfants, et donc c'était totalement prévu. Ça s'est arrivé naturellement tout de suite. Un petit garçon, donc c'est ce que je désirais aussi en premier. Donc vraiment ravie. La grossesse s'est très bien passée. Voilà, accouchement par voie basse, etc. Après, j'ai allaité Ezra pendant 6 mois. J'ai pris un congé parental aussi pour m'en occuper avant de reprendre le travail. Et s'en est suivi du coup les triplés au 1 an Ouais. de... Là pour le coup, c'était grossesse désirée ou c'est grossesse surprise pour cette deuxième grossesse? Pas du tout. Alors c'était une grossesse surprise au 1 an d'Ezra. Donc avec le papa, on s'est dit bon bah voilà, de toute façon on voudra un deuxième enfant, donc on enchaîne les enfants et puis c'est bon, après c'est réglé. Ça va être compliqué les premières années et ensuite ils grandiront, ils seront rapprochés et voilà. Ce qui s'est passé, c'est que du coup début de grossesse normale, on attend l'écho de datation.
Et à l'écho de datation, nouvelle grosse surprise. Ouais. On voit deux poches. Donc étonnée forcément, mais et là je vois apparaître à l'écho de datation une troisième poche. Et là je regarde plus du tout l'écran et je me dis non, c'est pas possible. Voilà. Donc je demande à la gynéco, il y en a combien? Et elle me dit attendez. Donc elle vérifie les poches, Ouais. etc. Et, là, elle me regarde elle s'arrête, elle me regarde avec les doigts, elle me fait 3, elle me dit montre 3. Et là, je lui dis, mais c'est une blague. Et je commence à fondre en larmes, vraiment l'angoisse. Et sur le moment, je me sentais même plus dans mon corps. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Et donc voilà, après, elle nous a rassurés. Ouais, qu'est-ce qu'elle vous explique justement sur justement cette grossesse, sur l'arrivée de triplé? Est-ce qu'elle vous explique un petit peu des choses au moment de l'échographie, enfin juste après l'échographie? Alors, elle explique tout de suite qu'on peut faire une réduction embryonnaire, donc c'est-à-dire injecter, il me semble que c'est ça, injecter du produit pour qu'il y ait un enfant, du moins, au moins un ou deux, enfin au choix, entre guillemets, qui ne puisse plus grandir en fait. Et donc plus évoluer, donc c'est voilà, là, on tue le bébé hein, clairement. Ouais. Enfin, voilà, on arrête ce type de, enfin au moins la poche. Donc c'est à celui qui est le plus accessible. Euh, donc nous, la question, elle s'est pas du tout posée. Enfin, c'est pas du tout posée. La question s'est forcément posée parce qu'on nous la pose, mais Ouais. après moi, ce que je me suis dit, bah non, ils sont là, je vais y arriver. Il y a l'organisation, tout de suite, on réfléchit à l'organisation. Comment on va faire, la voiture, l'espace, dans la maison, les chambres, toute la logistique et aussi le financier parce que forcément, Bien sûr. déjà un enfant coûte très cher. Euh, et voilà, donc du coup, s'en est suivi tout de suite des rendez-vous sur Montpellier avec un professeur, réorienté sur l'hôpital de Perpignan parce que moi je devais accoucher sur une clinique. Oui. Et du coup, ils n'avaient pas l'espace technique, on va dire, au niveau de la réanimation. Donc, voilà. Et donc, on a fait le suivi, du coup, une fois par mois sur Montpellier. Ouais. Donc en fait, dans ton cas, tu parlais de 3 poches au début. Donc ça veut dire que tes 3 bébés, c'est des trizygotes? Je sais plus si c'est exactement les tristes. En tout cas, on dit Est-ce que c'était une grossesse tricoriale triamniotique, du coup? voilà, Ok. grossesse tritoriale triamniotique. Donc, les petits, ils avaient chacun leur poche. Ouais. Chacun leur placenta et enfin, c'est le type de grossesse le moins dangereux on va dire Le parce moins que à chacun risque. il y en a aucun qui mange dans l'assiette de l'autre on va dire donc chacun Ok. son pas et peut évoluer donc c'est le type de grossesse qui va le plus loin on va dire. Ça marche. Et du coup, dans ton cas, ça a débuté par un suivi mensuel, comme dans le cas d'une grossesse gémellaire. Enfin, nous c'était pareil, c'était suivi mensuel au début de grossesse. Toi, dans ton cas, pour les triplés, c'était pareil, suivi mensuel. Et après, est-ce que ça s'est accéléré en cours de grossesse? Oui, ça s'est accéléré vers la fin de la grossesse donc avec des monitos à domicile, des monitorings à domicile 2 fois par semaine. Et des échographies tous les 15 jours aussi, avec voilà, les prises de sang régulières pour vérifier les plaquettes, etc. Ça marche. Au niveau du terme, parce que nous, dans les grossesses justement gémellaires, le terme est un petit peu avancé. Généralement, pour des bicoriales biamniotiques, donc la même chose que ta grossesse, mais pour 2 bébés, on est généralement sur 38 semaines. Est-ce que pour des triplés, c'est pareil, c'est un petit peu avancé? Le terme est, je sais pas, à 34, 36. Quel est le terme pour des triplés, généralement? Le terme pour des triplés, donc c'est forcément de la prématurité. Ouais. Au maximum, ça peut être 36 semaines. Ça a déjà été vu et c'est extraordinaire. Ouais. Mais la moyenne, il n'y a pas vraiment de moyenne. Il y a des bébés qui arrivent très tôt, à 28 semaines d'aménorrhée. Mais en général, c'est 34, 35, 36 au Ça maximum. marche. Ouais. Il laisse pas au-delà de 36 semaines, généralement. Oui. Ok. Et du coup, pour toi, comment est-ce qu'elle se passe, cette grossesse? J'imagine avec
beaucoup de différences par rapport à ta première grossesse que tu avais, voilà, dont tu nous as dit qu'elle était plutôt assez simple et assez cool comme grossesse. Là, cette deuxième grossesse, comment est-ce qu'elle se passe? Grossesse vraiment très stressante. Ouais. J'ai eu la sensation d'avoir l'épée de Damoclès sur la tête. Voilà, parce que c'est vrai que dès le premier rendez-vous qu'on a eu sur Montpellier, voilà, il y avait eu tous les risques exposés, donc autant pour moi que pour les bébés. Euh, les risques de prématurité, les risques pour moi aussi parce que risque d'hémorragie, tout type type de maladie qu'on peut développer pendant la grossesse et les anomalies sur les bébés. Il y a à peu près 30-40% de risque d'anomalies sur les bébés. Euh, donc on était au clair là-dessus. Hein. C'était un petit peu, bon, bah voilà, maintenant vous êtes informés, maintenant vous êtes adultes et Vous faites débrouillés, votre choix maintenant, voilà. Ouais. faites votre choix. Donc voilà. Et donc le début de grossesse, bon, bah voilà, ça s'est bien passé. Après, sur le temps d'une échographie qu'on a eu vers le mois de juillet, et ce qui s'est passé, c'est que on a appris qu'il y avait un petit qui avait un pied beau. Ouais, tu peux nous expliquer ce que c'est du coup un pied beau? Alors, un pied beau, c'est un pied qui est mal positionné dès la naissance. Donc, il était à 90 degrés, en fait, rentré vers l'intérieur, Ouais. son pied. Et donc, on a dû tout de suite faire confirmer ça sur Montpellier. Donc, ça va qu'on a eu un rendez-vous une semaine après. Donc, c'était quand même très, très stressant parce que la gynéco qui nous suivait sur Perpignan est très... enfin voilà, c'était très carré de son côté. Et pour elle, voilà, il y avait le pied ne bouge pas. Voilà, c'est ce qu'elle disait. Il ne bouge pas, il est rentré vers l'intérieur. Donc, voilà, faut contrôler ça. Donc, ça a été confirmé à Montpellier une semaine après. Il y a aussi des risques avec des pieds beaux d'avoir d'autres anomalies, donc neurologiques, du retard mental, etc. Donc ça a été aussi beaucoup de stress. Et finalement, le cerveau a été contrôlé donc avant l'écho du deuxième trimestre et tout était correct. Voilà, il y avait le cerveau se développait très bien. Donc c'est vrai qu'on était très bien. Enfin, je dis les bébés, les petits et moi, on était très bien suivi parce que normalement les pivots sont vus en général sur des échos de deuxième trimestre, Ouais. voire pas du tout et c'est découvert à la naissance et dans notre cas à nous ça a été vu avant l'écho du deuxième trimestre donc voilà, il y a eu quand même des bilans pour vérifier qu'il n'y avait pas de maladies rares neurologiques donc par prise de sang, mais voilà, donc tout s'est bien développé, on a été préparé psychologiquement sur le fait que il y allait avoir du suivi à mettre en place, que ça allait être très intense avec donc nous de Perpignan, donc on devait aller on y va toujours sur Palavas-les-Flots, un institut pour enfants qui gère très très bien, qui a une très bonne technique pour gérer le pied beau. Donc finalement dans la localisation, je me suis bien retrouvée. Ouais. Et ça a été pendant 6 mois ensuite, 2 fois par semaine, en taxi, plus de 3 heures de route aller-retour, etc. Et on continue encore aujourd'hui les séances de kiné jusqu'à au moins l'âge de la marche. Ouais, donc tout ça à prendre en compte aussi pendant la grossesse et l'information à ingurgiter, en plus déjà du choc de cette grossesse, d'une grossesse triple, de toutes les informations que tu reçois. Et tu as en plus du coup cette nouvelle et qui te dit que ça va nécessiter par la suite du coup une organisation supplémentaire avec un suivi médical assez poussé. Comment est-ce que toi, tu te sens justement un peu moralement et psychologiquement pendant toute cette grossesse? J'imagine que ça a été un peu les montagnes russes aussi d'apprendre tout ça. Comment est-ce que tu te sens déjà à l'annonce de la grossesse triple? Ensuite, pendant le suivi, à l'annonce justement du pied beau pour un de tes bébés, comment est-ce que tu vis tout ça? La grossesse, ça a été, oui, les montagnes russes émotionnelles avec les hormones de grossesse x3. J'étais vraiment, oui, j'étais très, très, très angoissée parce qu'il faut tout préparer. Bon, après, de base, voilà, je suis très, très organisée, etc. Je me suis dit, bon, j'essayer d'anticiper tout au maximum parce que après,
je me suis dit, on va pas avoir le temps d'aller acheter ci, je vais pas avoir le temps d'aller acheter ça, voilà, entre deux. Pour le Piedmont, du coup d'Amos, ça a été une période très très compliquée. J'ai pas réussi à en parler pendant des mois. Aujourd'hui, j'en parle vraiment ouvertement et depuis qu'après qu'il soit né. Hein. Finalement, ça a mis du temps d'être au clair sur cette situation, mais il y a eu cette angoisse et cette focalisation sur le pied, sur le handicap, sur tout ça qui a été mal vécu en soi. Et aujourd'hui, non, on en a fait une force de ce qui lui est arrivé à mon petit. Ça marche. Si on revient du coup sur le reste de ta grossesse, donc tu disais forcément accouchement prématuré. Toi, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est un accouchement qui est déclenché, qui est avec une césarienne programmée? Comment est-ce que ça se passe pour toi cette fin de grossesse? Donc la fin de grossesse, ça a été déjà, ça aussi, ça a été très compliqué. C'est-à-dire que rien que pour me mouvoir, c'était très très difficile. Et on De n'oublie pas que tu avais Ezra quand même qui était aussi toujours là et petit aussi voir- avec des besoins bien spécifiques, j'imagine besoin de le porter, etc. Qu'il faut aussi prendre en compte. Oui. Après, je me suis écoutée toute la grossesse. Donc, si j'avais besoin de me reposer, je me reposais. Voilà, c'était clair. Ezra, c'était compliqué pour lui aussi parce qu'il n'avait pas maman pour s'en occuper comme il avait besoin. Donc, même lui, il a dû s'adapter avec l'arrivée des petits frères. Après, pour la grossesse et pour l'accouchement, c'était prévu en soi le 12 novembre. Moi, comme une guerrière, je me disais, moi, j'aimerais aller au maximum. S'il faut tenir une semaine ou 10 jours de plus, voilà, même quitte à être hospitalisée. Donc, dans tous les cas, je devais être hospitalisée le 12 novembre. Et finalement, la semaine d'avant, enfin, même 2 semaines avant, je sentais que ça commençait à plus aller. Hein. Je suis arrivée pour le rendez-vous d'une échographie en pleurs en me disant là, je n'en peux plus. Voilà, je pense qu'on arrive en bout de course. Et effectivement, après, on a fait une prise de sang qui montrait que mes plaquettes commençaient à chuter. Donc, je faisais un début de pré-éclampsie. Ok. J'avais fait un passage aux urgences, mais un retour à la maison. Alors, sur le moment, j'étais déçue presque. Je me suis dit, oh non, j'aimerais être hospitalisée. Et bon, finalement, j'ai fait une semaine de plus à la maison et après, ça n'a pas tenu. J'ai été hospitalisée et on a fait la césarienne programmée le vendredi 8 novembre, le vendredi avant le week-end de 3 jours parce que les pédiatres animateurs à Perpignan, il n'y en avait qu'un week-end. Il nous en fallait au moins 2 pour Ouais. les 3. La césarienne a été faite par ma gynéco, donc qui m'a suivie. Donc ça, c'était vraiment important, c'est ce que je voulais. Et ça s'est incroyablement bien passé. Ouais. Une dizaine de personnels autour de moi. J'imagine. Tout le monde très doux, vraiment très bienveillant. Enfin, on faisait même des blagues. Enfin bref, c'était vraiment un moment magique quand ils m'ont sorti les bébés. C'était magique, un par un. Et puis ils ont pleuré chacun. Moi, je m'y attendais pas forcément. Je me suis dit peut-être qu'ils vont les emmener en courant en réanimation. Ouais. J'y étais prête. Et pas du tout. Ils ont eu le temps de me les montrer un par un et après les amener en réanimation pour vérifier les poids, etc. Donc l'accouchement, du coup, s'est fait au terme de 33 semaines plus 6 d'aménorrhée. Ouais. Avec des poids de quasiment 2 kilos par triplé. Donc, Trop bien. ils les ont même repesés 2 fois en se disant mais c'est pas possible, on avait estimé à 1,6 kg. Et non, pas du tout. Ils ont bien évolué, ils ont bien mangé chacun dans leur assiette, bien portant. J'avais eu les piqûres, les injections pour les poumons en plus. Donc voilà, vraiment, tout était prêt à la néonate, chacun avait leur petite chambre. Voilà, ça a été vraiment un super moment, cet accouchement. S'en est suivi, du coup, le passage après obligatoire en néonate.
Après ça, j'étais préparée à la néonate. Hein. De Oui. toute façon, à la prématurité, on s'y prépare. Et les petits sont restés 38 jours avec une bonne évolution hein, jusqu'au terme. Ils ont Ils sont tous les évolué. trois restés 38 jours, ils sont sortis exactement à la même date, tous les trois? Oui, ils sont sortis tous les trois en même temps parce que ça aurait été trop compliqué avec Ezra, avec un triplé à la maison, Ezra, enfin le rythme d'Ezra, et ensuite deux triplés. Ça aurait été trop compliqué. C'était déjà compliqué en soi de s'organiser à la néonate parce que moi j'ai pas pu dormir là-bas. J'aurais bien voulu, mais pour récupérer de la césarienne, ça a été long, très long au début. J'ai pas marché pendant un moment, très très compliqué. De se remobiliser après à peu près 13 kilos dans le ventre entre les placentas, les petits, les placentas, Tu les m'étonnes. poches. Enfin, voilà, je fais 50 kilos et 13 kilos dans le ventre déjà. Voilà, c'était compliqué de se retrouver, on va dire, dans son corps déjà à ce moment-là. Ouais. Le corps l'a vécu très, très violemment. Et du coup, voilà, on faisait des journées, des grosses journées en néonate. Et ensuite, il y avait Ezra à s'occuper aussi le soir et les week-ends. Voilà. Après, les petits ont évolué de manière, comme dans l'évolution de la sortie de mon ventre. Abel, donc c'est Abel qui est sorti en premier. Après, c'est Eros et Amos. Ouais. Abel était autonome au bout de 2 semaines. Il était sortant à 36 semaines d'aménorrhée. Il aurait pu faire que de l'unité kangourou. Après, il a eu un petit peu de caféine comme les trois. Mais s'en est suivi après, Eros était prêt et c'est Amos qui a mis un petit peu plus de temps à récupérer. Il a eu des problèmes, des petits soucis gastriques, pas méchants, mais voilà, fallait quand même contrôler. Et puis, forcément, un peu plus inquiet, pas plus d'inquiétude, mais fallait un petit peu plus surveiller vu qu'il avait le pied beau, comment il allait évoluer, etc. Donc, il était aussi un peu plus fragile, il avait plus de mal à se réchauffer de lui-même. Voilà. Ça marche. Et du coup, tu nous as dit, au bout de 38 jours, retour à la maison. Comment est-ce que ça se passe, le retour à la maison, avec tes 3 bébés? Retour à la maison, alors c'était épuisant les Ouais. débuts. Les débuts ont été vraiment épuisants. Il fallait tout noter, noter la prise de biberon pour la prise de poids parce que il y avait quand même du stress à se dire oula, on n'a pas envie qu'il y ait un des triplés qui retourne en néonate Ouais. parce qu'il y a une perte de poids ou il y a une maladie, etc. En plus, on était en plein hiver, période de Noël, donc là, il y a toutes les maladies, etc. Et finalement, donc, avec l'assiduité et tout, les petits ont très très bien pris. Ça s'est très bien passé du coup dans l'hiver, mais très fatigant, très fatigant avec des biberons toutes les 3 heures, mais avec le temps de la prise du biberon qui est très longue, plus après les soins, etc. Les nuits, c'était 1 heure par 1 heure de sommeil. Ouais. Et la journée, il y avait le rythme d'Ezra aussi À voilà. intégrer, à prendre en compte. Donc ça a été des mois, oui, ça a été des mois très très compliqués puisque le rythme change aussi très souvent d'un bébé du moins au moins pendant la première année. Après, ça commence à se tasser. Les soins d'Amos 2 fois par semaine à Palavas. Donc ça a été vraiment épuisant. Vraiment, c'était vraiment une période vraiment très très fatigante parce que j'avais compté, il y avait à peu près, oui au début, 21 biberons au mois, allez, on va dire janvier, 21 biberons. Ouais. Et je comptais avec Ezra, il y avait 600 couches. 600, enfin, du coup, quand on compte x 30, voilà. Ça marche. Et du coup, tu nous en as parlé, mais très rapidement, du coup, dans les premiers mois, vous décidez avec le papa des garçons de vous séparer. Comment est-ce que toi, du coup, tu arrives à rebondir et qu'est-ce que ça implique aussi pour toi, cette séparation au niveau de l'organisation avec tes bébés?
c'est vrai qu'il y a eu cette période-là aussi qui a été pas mal chamboulée, du coup, entre le rush, on va dire, de la vie avec la gestion des 4 enfants en bas âge. Et effectivement, il y a eu la séparation qui est arrivée en fait de plein fouet dans l'année, dans les 6 premiers mois. Euh, donc j'ai dû gérer aussi la séparation en même temps, donc trouver un autre logement, mettre en vente la maison, trouver un nouveau logement, déménager, avoir du temps pour déménager, avoir du temps pour me réinstaller malgré Ouais. il y a les garçons à la maison. Donc il y avait la vente de la maison et puis tout ce qui est l'aspect administratif, etc. Qui a été aussi beaucoup de boulot en plus cette année. Bah ouais, Et j'imagine. aujourd'hui, Plus toute la et partie aussi psychologique, j'imagine que tu dois toi aussi te reconstruire et puis aider aussi Ezra dans tout ça, dans tous ces chamboulements. J'imagine que ça fait une grosse charge en plus. une grosse charge en plus parce que c'est vrai, Ezra, ça a été compliqué pour lui aussi, hein. Il y a eu la séparation papa-maman, il y a eu le déménagement, Mm. l'arrivée des petits frères. Ouais, Euh, la nounou d'Ezra, donc du coup, elle avait été en arrêt, donc j'ai dû trouver une autre nounou. Et en même temps, il allait un petit peu à la crèche et chez l'autre nounou, mais on voit qu'à leur âge, ils sont tellement résilients et finalement, aujourd'hui, Ezra, il a passé des périodes pas évidentes. Et aujourd'hui, il est bien, il a le rythme, il est posé, il a trouvé sa place avec ses frères. Enfin, ses frères ont trouvé aussi la place auprès de lui. Il aime sa place de grand frère, il prend soin de ses petits frères, même si ça commence déjà à se chamailler à cet ouais, âge-là. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, on a pris le temps, c'est vrai, entre le rythme des bébés et le rythme de la séparation, de se réinstaller, l'administratif, et puis l'aspect, comme tu dis, Camille, du psychologique, parce ouais. que c'est vrai il y a le postpartum, il y a la fatigue, se retrouver, et en même temps être prise de plein fouet d'une séparation en même temps, ça a été un des moments de ma vie finalement les plus bouleversants. Et, euh, et oui, aujourd'hui, on s'est relevé avec les garçons. Clairement, on a trouvé notre rythme, on a trouvé une super maison, on est bien installé. J'ai mon rythme, j'ai les aides en place. J'arrive enfin à souffler parce Ouais. que c'est vrai que j'ai pas du tout arrêté. J'étais la tête dans le guidon clairement pendant 10 mois et j'ai finalement tout le temps même enchaîné. J'ai enchaîné, j'ai eu Ezra, enfin, il y a eu, enfin, voilà, il y avait eu le mariage, il y avait eu la rénovation de la maison, après il y a eu Ezra, euh, l'allaitement, etc. Après il y a eu la reprise de boulot, il y a eu des soucis de santé, euh, et puis après les triplés, donc j'ai pas, ces dernières années, j'ai vraiment pas eu de pause, ni, enfin voilà, dans ma vie de femme, hein, clairement, hein, j'ai Ouais. pas eu de pause, rien du tout. J'ai été presque sacrifiée pour les enfants, pour la maison, enfin pour le boulot, pour tout. Et aujourd'hui, oui, depuis 2 mois, oui, j'arrive vraiment à souffler parce que j'ai mis des choses aussi en place pour les garçons, pour avoir du temps pour moi. Et puis, ça me permet aussi de continuer ma reconstruction suite à la séparation. Euh, C'est sûr. Justement, tu disais maintenant vous arrivez à trouver votre rythme, etc. Comment est-ce que concrètement tu t'organises au quotidien avec les 4 garçons et puis aussi au quotidien comment tu gères des triplés, ne serait-ce que pour gérer les nourrir les trois en même temps, etc. Enfin, comment concrètement est-ce que ça se passe? oui, alors du coup pour les aides en place, donc j'ai pris le maximum. Ma devise c'est je prends toutes les aides qui sont possibles Ouais, parce que même une tournée de changement de couche pour les 4, je prends. Voilà, je prends tout parce que c'est tellement de boulot. Enfin, ça s'arrête jamais clairement. Donc pour Amos déjà j'ai le taxi en place depuis le début. Donc ouais, ça c'est chouette parce que voilà les temps de trajet, même pour aller au kiné en libéral pas loin de la maison, donc on a le taxi en place. J'ai des aides ménagères toutes les semaines. J'ai des TISF aussi, donc des travailleuses familiales. oui. Euh,
Au début, donc, elles étaient à la maison pour s'occuper des petits, aider à faire les bains, etc., ou faire à manger, des choses comme ça, du linge. Et aujourd'hui, là, j'ai mis en place pour les petits de la MAM. Voilà, ils ont un petit peu de MAM, un petit peu de crèche, parce que c'est très compliqué de faire garder trois bébés en même temps. Et en général, on trouve une place ou deux, mais trois, c'est très compliqué. C'est sûr. Donc j'ai Et mis dans ça ton en cas, même place. 4, puisqu'Ezra est encore gardé, du coup, et pas encore à l'école, il n'est pas encore scolarisé. Ezra, il est à la crèche 4 jours par semaine et j'ai le mercredi avec lui. Donc c'est vraiment super parce que là, on arrive à faire vraiment des choses pour lui. C'est vraiment le temps pour lui, il en a besoin et je pense que tous les deux, on en a besoin parce que c'est vrai que le temps à s'occuper aussi des petits frères, bah, ça prend du temps. Ça, il a compris maintenant. Il sait que quand maman s'occupe des bébés, comme il dit, voilà, lui, bah, il joue un peu plus en autonomie, etc. Et donc avant la MAM, j'avais des nounous à domicile. Donc ça me permettait d'aller faire des rendez-vous, voilà, quelques heures par semaine, donc des rendez-vous, faire une petite sieste, voilà, souffler, prendre un café, des choses basiques, mais que on oublie presque. Enfin, on n'a vraiment pas le temps. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a la MAM, on a un peu de crèche, on a les TISF, les aides ménagères. Et voilà, après, les suivis classiques, pédiatre, médecin, etc. Mais même la pédiatre, voilà, elle sait que c'est compliqué pour moi, donc on se fixe les rendez-vous, on a déjà notre petite organisation à telle heure pour prendre le temps voilà, pour le suivi des garçons. Et vraiment, j'ai une équipe à la maison, mais incroyable, c'est formidable. Enfin, et tu as puis, réussi à rassembler autour de toi toute une chaîne pour pouvoir t'aider et prendre le relais quand c'est nécessaire, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, comme on dit, il faut tout un village pour élever un enfant. Donc là, c'est un peu tout le département, quoi, pour C'est la ça. C'est une vraie usine. C'est un vrai métier. C'est vrai, maman au foyer, on s'en rend vraiment compte. Vraiment, quand on le vit, c'est une usine que je gère. Et chef d'entreprise à la maison et le planning, faut toujours se réadapter. Dès qu'il y a un imprévu, faut tout de suite réorganiser parce que je peux finir sous l'eau très rapidement, clairement. On peut ça tire sur la corde. Hein. Là, il y en a encore pour des années comme ça à ce que ça tire sur la corde. Mais voilà, faut toujours. Et puis ce qu'il y a à faire, on le fait maintenant. On peut pas procrastiner. Avec 4 enfants en bas âge, c'est pas possible parce qu'il y a toujours un imprévu, il y a toujours, il y a un enfant malade, un rendez-vous décalé, etc. Donc voilà. Et après, il y a aussi, là où je vis, j'ai mes amis qui habitent autour de la maison, donc c'est chouette. Et j'ai mes parents qui sont aussi bien présents et qui m'aident beaucoup. Donc ça, c'est incroyable. Ça me change d'avoir parce qu'il y a le soutien aussi des aides en place, mais rien ne vaut le soutien de mes parents de tes proches et de mes amis, forcément. Oui, c'est sûr. Justement, est-ce que tu en parlais un peu? Est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi aussi, personnellement, en tant que femme, ou pour faire des activités pour toi? Oui, et ça depuis du coup la mise en place de la MAM. Au début, je me suis dit oh là là, je vais trop garder les enfants, je culpabilise. Enfin voilà, tout de suite, ça c'est ce qu'on se dit toutes les mamans. Je culpabilise, je vais prendre trop de temps trop de temps. Je vais prendre du temps pour moi et je vais garder les enfants. Et en fait, pas du tout. On s'y retrouve tous, je pense. Les garçons font leurs activités, donc les triplés font leurs activités avec la MAM, etc. Ezra, il est à la crèche avec les grands et puis ça le prépare en plus à l'école en septembre 2026. Et moi, j'ai du temps, du coup, j'arrive à avoir du temps pour moi, pour faire du sport, faire des activités. Si je veux me faire un massage, faire du sport. Là, je suis en train de m'entraîner du coup pour essayer de faire un trail découverte en mars. Waouh. J'ai pas assez fait de marathon ces dernières années, faut continuer en fait. C'est ça. Je pense qu'il y a la sensation aussi, reprendre la sensation de ce que j'ai vécu pendant la grossesse, je pense.
Et puis ça me libère l'esprit, ça me fait décharger tout le stress finalement du quotidien que j'ai, parce que voilà, la charge mentale est énorme, c'est du stress de gérer l'éducation de 4 enfants bas âge, clairement. Même malgré toutes les aides en place. Hein, voilà. C'est sûr. Et puis après, j'arrive à me débrouiller pour aussi faire des sorties avec les copines, etc. Et puis dès que je peux, voilà, je fais du temps pour moi. Dès que je peux, je prends du temps pour moi. Alors c'est toujours cadré sur une temporalité, hein, de telle heure à telle heure. Bon, là, je vais faire mon sport de 10h à 11h, puis après je rentre, et puis parce qu'il faut que je m'occupe de la maison, etc. Mais j'ai des sas de décompression aujourd'hui, et j'en suis très contente, parce que voilà, au-delà d'être maman au foyer, je suis une femme, et je me retrouve en tant que femme, et surtout je me reconstruis aussi après ma séparation, parce que j'en ai clairement besoin. Et puis le fait de déculpabiliser là-dessus, enfin, parce que j'ai été sacrifiée, hein, pendant des années. Et ça me fait énormément de bien, et je vois que le fait d'aller bien, en fait ça se répercute sur mes enfants, en fait, parce qu'ils le voient que je suis bien. Ezra, des fois le matin, j'arrive, je suis en tenue de sport, et il me dit ah mais maman t'es belle, ou même si je suis maquillée, etc. T'es belle maman. Moi, et puis on voit qu'il est heureux, quoi. Il se dit maman elle va bien. Et voilà, donc m'occuper de moi, c'est finalement aussi m'occuper des enfants, parce qu'une maman bien, comme on dit, c'est avoir les enfants qui vont bien aussi, vu que c'est des éponges émotionnelles, surtout à cet âge-là. Et en plus, du coup, le soir, les week-ends, les mercredis, etc., on se retrouve, moi, je suis aussi émotionnellement beaucoup plus disponible, je suis plus reposée, j'ai mon sas de décompression dans la journée ou dans le week-end. Et ça me fait énormément de bien de les retrouver, et on passe plus de temps, je suis disponible, et voilà. Ça marche. Dernière question, justement, je te l'ai un petit peu posée tout à l'heure. Comment est-ce que c'est quoi une journée type chez Émilie? Chez Émilie et les garçons, c'est quoi une journée type? Comment est-ce que justement tu t'organises concrètement pour quand il faut sortir avec les 4 garçons, quand il faut leur donner à manger en même temps? Comment est-ce que tu gères tout ça? Alors, journée type, si on a la crèche. Si on a la MAM, la crèche, ouais. Donc, journée type, réveil 6h, 6h20 par les garçons. Pas besoin de réveil, évidemment. Ouais, on connaît. Donc, je fais les 4 biberons. Donc, Ezra, il prend son petit biberon dans le canapé tranquillement. Les triplés, ils prennent le biberon dans les transats. Là, ils commencent à prendre le biberon tout seuls, mais ils sont encore un peu feignants, là. Hein. Voilà. On y va doucement. Ouais. Du coup, pour leur donner aux 3, comment est-ce que tu gères? Parce que moi, quand je donnais aux 2, c'était 2 mains de bébé. Comment est-ce que tu gères là, le biberon x3 en solo? Alors, le biberon x3, c'est depuis la naissance, pas depuis la naissance, mais depuis l'arrivée à la maison. Ouais. Voilà, c'est le coussin sous le menton, le coussin plaid, et voilà, prise de biberon tout seul. Après, il y a des moments où, bien sûr, on prend les petits au bras, faire le câlin, etc. Mais en général, voilà, c'est entre guillemets à la chaîne. Et c'est ce qu'on nous avait pas conseillé dès le début, hein, forcément, en sortant de néonate, non, c'est dangereux, ils peuvent s'étouffer, etc. Oui, mais entre guillemets, on n'a pas le choix. C'est sûr. On n'a pas le choix, et en même temps, j'ai jamais eu de soucis avec la prise des biberons, on surveille, etc. Et je crois que d'eux-mêmes, en fait, ils s'habituent en fait très tôt à prendre le biberon, tout seul, et à recracher d'eux-mêmes le biberon s'il y a quoi que ce soit. Mais j'ai jamais eu de soucis. Après, apparemment, biologiquement aussi, biologiquement, c'est pas pareil. Apparemment, tout ce qui est triplé, jumeaux, c'est qu'ils ont ils sont pas plus forts, mais il y a une dureté. Ils s'adaptent mieux, ouais. Ils s'adaptent mieux, voilà, ils vont être plus patients, etc. Moi, je le vois, c'est vrai qu'avec les triplés, ils sont beaucoup plus patients. Et puis, ils n'ont pas trop le choix non plus. Voilà, je les habille tous un par un, et après je les mets à jour en sécurité. Les triplés, le temps de me préparer aussi. Et en général,
dans mes pattes, pas très loin, pour jouer aussi en autonomie le temps que je me prépare. En général, pas plus de 15 minutes le matin. Et après, on habille, on met les manteaux à tout le monde et on charge tout le monde dans les cosy et on part déposer en premier Ezra et ensuite les triplés. Voilà, donc les cosy un par un, beaucoup de boulot. Ça fait ouais, tu m'étonnes. Oui. Et le soir, c'est pareil. Donc je récupère les triplés et après je récupère Ezra. Et après on rentre à la maison, donc directement rush du soir, donc temps de jeu, repas en général. Donc pour l'instant le rythme des triplés, il mange tôt et il se couche quand même tôt par rapport à Ezra. Donc vers 18h c'est le repas des triplés. Après, donc ça dépend si c'est le jour du bain ou pas, mais du coup sinon c'est la petite toilette et pyjama, etc. Et je les mets ensuite après au lit. Et après c'est le temps d'Ezra, donc douche Ezra, repas avec lui, donc je mange avec Ezra. Et après lecture avec l'histoire du soir et dodo. Voilà. Et après c'est petit temps rangement, maison, etc., cuisine, petit temps perso, ouais, bien mérité. petit, voilà, du temps de rush du soir, parce que c'est très intense. Et après, on enchaîne sur, en ce moment, c'est encore comme ça dans l'organisation, ça va s'arrêter à un moment donné, mais les petits, les triplés, ils reprennent encore un biberon vers 22h30, 23h. Et voilà, et ensuite, dodo. Ouais, généralement, ils font leur nuit ou il y a quand même des réveils dans la nuit pour les uns ou pour les autres? Les réveils, c'est plutôt pour Ezra. De temps en temps, je vais voir Ezra. Les triplés, non, ils dorment vraiment bien. Bon, après, c'est bien les maladies, des choses comme ça. Mais globalement, tout le monde dort bien. On va arrêter dans pas longtemps, je pense, le biberon de 22h, 23h. Mais bon, c'est ce qui évite aussi le réveil tôt, voilà. Et en général, c'est Amos qui réclame le plus encore le biberon de 23h. C'est le petit biberon réconfort câlin, finalement. Mais voilà, notre organisation, elle est comme ça. Et après, quand c'est les week-ends, après, dans la semaine, voilà, il y a aussi les temps d'Amos, de soins 2 fois par semaine. Il y a aussi des fois, je vais à Palavas. Donc à l'institut pour son pied. Et du coup, les week-ends, en général, il y a mes parents qui sont là, en général, qui viennent aussi en renfort. Oui, au moins, des fois, le soir, ma mère vient m'aider. Par exemple, elle va faire la douche d'Ezra, elle va m'avancer sur des choses, etc. Et mon père, des fois, il vient aussi pour les rushs, donc rush du midi le week-end, parce que c'est vrai que c'est intensif, le rush du midi, ça permet d'occuper Ezra. Où il vient aussi en rush du soir quand je fais des bains. Pareil, ça permet d'occuper Ezra pendant que je fais les bains de ses frères, etc. Parce que sinon, les 4 à la chaîne, voilà, ils patientent un peu. Et puis, c'est là où des fois, il y a des bêtises voilà, dans la maison. Donc, et les week-ends, en général, donc c'est pareil, réveil, temps de jeu, tous les 4, etc. Et puis après, il y a la sieste du matin des petits encore, des triplés qui font encore la sieste. Et pendant ce temps-là, du coup, c'est un temps qu'on a ensemble avec Ezra. Donc, en général, on se prend un temps pour faire des puzzles, coloriage, etc. avant le rush du midi. Et après, à la sieste de l'après-midi, tout le monde fait la sieste en même temps. Quand tout va bien. Et après, voilà, le goûter en pareil ensemble, repas du soir, et on enchaîne comme un rush du soir classique. Merci d'avoir écouté Coup Double. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note depuis votre plateforme d'écoute préférée, puisque c'est vraiment ce qui aide le podcast à se faire connaître et à continuer de grandir. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.